Alors, bonjour et bienvenue au cours 5 sur la probabilité et statistique. Au cours précédent, on a vu ce que c'est qu'une variable aléatoire et on a vu que notre jeu de données est très souvent constitué en colonnes, des variables aléatoires et en ligne, on a des individus statistiques. L'objectif du statisticien, c'est principalement de synthétiser l'information qui se trouve dans ce jeu de données-là. Or, pour synthétiser cette information, nous avons besoin d'une compréhension un peu plus poussée de la notion de variable aléatoire. On distingue principalement deux catégories de variables aléatoires. Une première catégorie qui sera dite discrète, c'est-à-dire l'univers image x de oméga sera dénombrable. Et une seconde catégorie qui sera dite continue. L'univers ne sera plus dénombrable, ça sera des intervalles. Alors, en statistique, principalement, on distingue dans les variables discrètes la variable aléatoire de Bernoulli et la variable aléatoire binomiale. Alors, la variable aléatoire de Bernoulli, schéma de Bernoulli, c'est cette situation-ci. Vous avez une variable aléatoire associée à un lancer d'une pièce de monnaie qu'il prend la valeur 1 lorsqu'on obtient pile et 0 lorsqu'on obtient face. On note P, la chance d'avoir pile dans cette lancée. On a la probabilité d'avoir 1. La probabilité que x soit égal à 1, c'est P, et x est égal à 0, c'est 1 moins P. Une telle variable aléatoire est dite de Bernoulli de paramètre P, et on notera ça. Vous voyez là que x de oméga, c'est 0 et 1. Donc, x de oméga a juste deux éléments. Là, vous avez un schéma de Bernoulli. C'est important, lorsqu'on entre maintenant, on aimerait maintenant effectuer ce lancer, pas seulement une seule fois, mais on va répéter plusieurs fois pour avoir ce qu'on appelle la variable aléatoire binomiale. La variable aléatoire binomiale, c'est une répétition d'un schéma de Bernoulli dans lequel on essaye de voir quelle est la probabilité d'avoir du succès. Alors, mise en situation avec un exemple. Une une contient 3 boules numérotées de 1 à 3 et 4 boules numérotées de 4 à 7. On décide de faire n tirages aléatoires successifs avec remise. On définit la variable aléatoire y comme étant le nombre de fois qu'on obtient une boule rouge dans ces n tirages. Y est donc en valeur dans 0, 1, 2 jusqu'à n. Donc vous voyez là que l'univers image ici, c'est constitué de n valeurs. C'est-à-dire donc que l'univers image est fini, dénombrable. Le nombre de possibilités pour chaque tirage, c'est 7. Le nombre total de possibilités est donc 7 puissance n. Elles sont toutes équiprobables. Pour k allant de 0 à n, on considère l'événement y est égal à k. Alors, combinaison de k dans n qui est égal à factoriel n sur factoriel k, facteur n moins k, est le nombre de façons pour les k boules d'occuper k positions dans l'ordre des n tirages. Si vous regardez bien, vous allez voir que ça, c'est effectivement cette position-là. Vous pouvez faire de k par k. Vous allez voir que c'est ça. Dans une boule rouge, quand une boule rouge occupe une position, elle peut être la boule numérotée 1, 2, 3. Le nombre de cas favorables, donc y égale à k, et donc combinaison de k dans n qui est égal à 3 puissance k, nombre 3 étant le nombre de boules rouges qu'on a, et 4 le nombre de boules noires. Donc, on a 3 puissance 4 k multiplié par 4 puissance n-k. Alors, la probabilité donc d'avoir k succès, c'est combinaison de k dans n multiplié par 3 septième puissance k multiplié par 4 septième puissance n-k. On dira que y est binomial de paramètre n et 3 divisé par 7. On note y binomial de paramètre ça. Donc, comprenez juste que une binomiale est très souvent, très généralement, la répétition d'un schéma de Bernoulli n fois. Si on associe au im tirage
Une variable aléatoire de Bernoulli xi qui vaut 1 et le tirage nous donne la boule rouge. Alors y c'est la somme des x1, x2 jusqu'à xn. Cette variable-ci sera importante lorsque vous allez faire de l'inférence statistique. Vous allez essayer de voir à quoi ce yn là tend. Pour cela, pour voir que ça va tendre vers... vous allez voir que votre variable y va tendre d'après la loi des grands nombres, ou bien non, d'après le théorème central limite vers une loi normale entre les études, à mesure que n devient grand. En exemple 2, la proportion des individus atteints par une maladie dans une population est P. On prend n individus au hasard. Le nombre T d'individus atteints dans ce groupe est une variable aléatoire. Cet exemple est important parce que, comme j'ai dit, la variable aléatoire binomiale est très souvent utilisée par ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont dans la biostatistique, lorsqu'ils veulent faire une estimation de la prévalence d'une certaine maladie. Donc, une personne qui est en train d'utiliser la prévalence au VIH, il peut essayer de faire des inférences là-dessus, avoir son échantillon et voir comment estimer la prévalence des personnes qui sont atteintes du VIH. Donc, c'est une variable aléatoire qui est très utilisée, qui est très importante à connaître parce que demain, ça nous permettra de construire des intervalles de confiance. Alors, la variable aléatoire négative. Bon, cette variable aléatoire, pour ce qui me concerne, je ne l'ai particulièrement pas encore très utilisée, mais voilà sa mise à situation. Dans une urne à 7 boules, on décide de faire des tirages successifs avec remise jusqu'à ce qu'on obtienne 4 boules rouges, soit n le nombre de tirages qui réalisent ce but, n la variable aléatoire ça. L'événement n est égal à 5 signifie l'obtention de 3 boules rouges dans les 4 premiers tirages et une boule rouge dans les 5 dans une boule rouge au 5e tirage. Si xi est la variable aléatoire de Bernoulli, associé au ième tirage k supérieur à 7, on a vu plus haut que ça donnait k probabilité de n égale à k, qui est égal à la somme des probabilités de xi est égal à 3 et xk est égal à 1. Alors ici, il représente le nombre de tirages de boules rouges et là, vous définissez ce qu'on appelle la binomiale négative par probabilité de n égale à k, c'est combinaison de k, c'est combinaison de 3 dans k-1, 3 septièmes puissance 3 multiplié par 4 septièmes k-4 fois 3 septièmes. Moi particulièrement, je ne l'ai pas encore vraiment utilisé cette variable-là. Donc, je le présente juste pour ceux qui sont dans le besoin d'utiliser cette variable-là, ou bien de comprendre cette variable-là. Alors, la variable hypergéométrique, cette variable, par contre, elle est également importante en statistique. La mise en situation, dans une urne à R boule rouge et M boule noire, on effectue n tirages sans remise, n inférieur égal à n, R plus M. Le nombre de possibilités est n dans R plus M. Soit L, le nombre de boules rouges dans les n tirages. Pour k inférieur à n, le nombre de possibilités favorables à l'événement, c'est combinaison de k dans R multiplié par k puissance n moins k, c multiplié par combinaison de n moins k dans M. On a dans la probabilité que L soit égal à k, c'est combinaison de k dans R multiplié par combinaison de n moins k dans M sur combinaison de M dans R plus k. R plus M. On dit que L est une loi hyper géométrique. Bon, cette variable particulièrement aussi n'est pas très utilisée, mais c'est beaucoup plus utilisé pour comprendre pour des problèmes de modélisation un peu plus poussés dans le domaine de la médecine. C'est-à-dire, on essaie vraiment d'entrer dans des spécificités encore que la variable aléatoire binomiale ne permet pas d'approcher. La variable aléatoire de Poisson. Alors, voici une variable aussi qui est très utilisée et qu'il faut connaître.
la définition. Une variable aléatoire de Poisson est une variable aléatoire Z à valeur dans grand N. C'est-à-dire ici là que son univers image c'est grand N. Donc c'est tout grand N. Vous allez voir que l'univers image est infini mais dénombrable parce qu'on peut compter tous les éléments qui sont dans grand N. Tel que la probabilité de Z est égale à K, c'est égal à quoi? C'est égal à exponentielle moins lambda, lambda puissance K sur factoriel K. Voilà ce qu'on appelle la loi de Poisson et le paramètre lambda est toujours positif. Généralement, cette loi est utilisée dans les conditions suivantes. Sous certaines conditions, on peut supposer que le nombre d'appels téléphoniques qui arrivent à un standard pendant une période fixée D est une variable aléatoire Z de Poisson. Le paramètre lambda est lié à la longueur de la période D. Pour une durée relativement courte, lambda est petit. Il est irréaliste de s'attendre à un énorme appel. Ceci n'est pas tout à fait inconsistant avec le fait que Z est à valeur dans grand N, car on peut vérifier que probabilité de Z est égale à K tend vers 0 quand K augmente. Alors généralement, la loi de Poisson est utilisée pour modéliser les phénomènes qui arrivent rarement. Donc, voilà principalement les quatre variables aléatoires discrètes que nous sommes proposés aujourd'hui de vous présenter. Ce sont les quatre généralement les plus utilisés en statistique. Alors, il est important de voir que lorsqu'on va faire l'inférence, toutes ces variables aléatoires, en utilisant le théorème centrant limite, doivent tous converger vers la loi normale centrée réduite, ou bien la loi normale de façon générale. Donc, on passe directement aux variables aléatoires dites continues. Alors, la variable aléatoire continue la plus utilisée, la plus répandue, c'est la variable aléatoire uniforme également. La variable aléatoire uniforme, généralement, c'est cette variable-là qui nous permet de faire des simulations sur des intervalles 0,1 par exemple. Donc, c'est une variable qui est importante à connaître et de savoir manipuler cette variable sur la statistique, c'est primordial. Une variable aléatoire X est dite uniforme sur un intervalle AB si elle est continue de densité Fx est égal à C sur AB et 0 sinon. C est égal à, remarque, C est égal à 1 sur B moins A pour que l'air sous la courbe de F soit 1. Donc, l'air sous la courbe de F doit être égal à 1. C'est-à-dire, il faut que C soit égal à ça parce que F est une densité. L'intégrale sur R doit être égal à 1. Donc, ça veut dire que l'intégrale sur AB doit être égal à 1. Donc, il vous faut absolument que C soit égal à ça pour que cette propriété-là soit vérifiée. Pour tout intervalle AB contenu dans notre intervalle AB, qui est ici notre univers image, hein. Vous voyez que l'univers image ici, c'est un intervalle, donc ce n'est plus dénombrable. La probabilité d'être dans alpha, la probabilité que X soit entre alpha et bêta, c'est B moins alpha sur B moins A, qui ne dépend de l'intervalle alpha à alpha bêta qu'à travers la longueur. Donc, en d'autres termes, si vous voulez mesurer la probabilité d'un sous-intervalle de notre intervalle de base, c'est juste sa longueur divisée par la longueur totale de l'intervalle. En particulier, lorsque vous allez travailler avec la loi uniforme 0,1, vous allez voir que avoir la probabilité d'un événement, c'est tout simplement la longueur de cet intervalle-là, donc B-A. C'est une façon équivalente de caractériser les variables aléatoires uniformes. Propriété. Si vous avez X qui suit une variable aléatoire uniforme, Y est égal à X plus U, Z est égal à V fois U, alors vous avez nécessairement Y qui va suivre une variable uniforme toujours de paramètre A, qui est la première longueur de l'intervalle, plus le U là qu'on a augmenté, et B plus U. Donc, on peut facilement faire la translation et on peut également faire
la multiplication par un scalaire et ça multiplie juste les termes de l'intervalle. Donc, pour U quelconque et V strictement supérieur à 0. En effet, Y est bien à valeur dans ça. On peut vérifier cela. Les conséquences de ces deux propriétés. Qu'est-ce qu'on a? Si U suit une uniforme sur AB avec X moins A qui va suivre une uniforme sur 0 B moins A et donc V qui sera égal à X moins A sur B moins A va suivre une uniforme sur 0,1. Donc on veut se ramener à l'uniforme sur 0,1. La densité de V est donnée par, si vous avez une uniforme sur 0,1, forcément le G de X va être égal à 1 si X est compris entre 0,1 et 0 sinon. La fonction de répartition de X est donnée par ceci. Voilà. Donc 0 si X est inférieur à A. La probabilité d'être ici si X est supérieur à B. X moins A sur B moins A si X est compris entre A et B. Et 1 si X est supérieur à B. Voici un exemple précis. Dans l'exemple du cercle et de la flèche, nous avons déjà vu que la probabilité de la flèche, que la flèche pointe à un point d'un arc est la longueur de l'arc sur 2π indépendant de la position de l'arc sur le cercle. Pour un point fixe A du cercle, la longueur de L de l'arc orienté AM est une loi uniforme de paramètre 0, 2π. On passe ensuite à la variable aléatoire normale. Cette variable aléatoire, c'est la plus répandue, la plus connue, la plus utilisée en statistique. Parce que le théorème central limite nous fait comprendre que quelle que soit la variable aléatoire que vous avez, indépendamment, conditionnellement à certaines hypothèses, cette variable-là, à mesure que le nombre de paramètres, à mesure que le temps va augmenter, à mesure que n va augmenter, cette variable-là va converger vers une normale. C'est magnifique ce théorème-là. Une variable aléatoire x continue. La variable aléatoire normale, c'est une variable aléatoire x continue à valeur réelle qui a pour densité f de x est égal à 1 sur 2 racine de pi exponentielle moins x carré sur 2. Alors, c'est principalement ça, une variable aléatoire centrée réduite. La densité est symétrique par rapport à l'axe. On a donc la probabilité que x soit inférieur à x, c'est la probabilité que x soit supérieur à moins x. Pour différentes valeurs, là, on définit la fonction de répartition comme étant f de x égale à la probabilité que x soit inférieur ou égal à x est obtenue à partir d'une table. Alors, on a tabulé, cette loi est tabulée parce qu'elle est extrêmement utilisée en statistique. Donc, c'est une loi qui est tabulée. Vous pouvez avoir la table de la loi normale dans n'importe quel manuel sérieux de statistique. Donc, voilà un exemple de table qu'on a eu à faire pour la valeur moins 3. Si vous voulez avoir moins 3, sa fonction de répartition, c'est-à-dire la probabilité que f soit inférieur ou égal à moins 3, c'est ça. Moins 2, c'est ça. Et moins 1, c'est ça. Mais vous pouvez avoir cette valeur tabulée dans plusieurs livres statistiques, comme par exemple celui je pense, si vous regardez Être mémoire de René Verset, vous allez avoir également cette table statistique-là. Également le livre de Michel Lejeune. Alors, cette probabilité-là peut se calculer telle qu'on l'a fait ici. Très souvent, lorsque vous voulez calculer une probabilité, une variable aléatoire, si vous avez une variable aléatoire y qui est égale à sigma x plus mu, une variable aléatoire de paramètres mu et sigma carré, alors vous allez très souvent généralement faire ce changement-ci pour vous ramener à une variable aléatoire normale et utiliser la valeur tabulée de la variable ci pour pouvoir lire cette valeur-ci.
sur la table statistique. Alors, pour y, une variable aléatoire de paramètre mu sigma carré, calculer probabilité que a soit inférieur à y. Calculer ça, c'est juste à chaque fois ramener à une variable santé réduite et pouvoir le lire et pouvoir lire la valeur sur la table. On remarque la courbe de densité d'une variable aléatoire mu1 est la courbe translatée d'une loi normale santé réduite par mu. Donc, si vous avez une variable aléatoire mu1, alors sachez juste qu'on a juste translaté la variable aléatoire santé réduite initiale. De cette manière, on obtient celle d'une loi normale de paramètre mu sigma carré en changeant d'échelle sur l'axe en multipliant par 1/6. Si vous multipliez une loi normale santé réduite par 1/6, vous avez juste ce changement d'échelle là. En exemple, on décide d'effectuer une mesure d'une table de longueur i. Bon, l'exemple, on mesure une longueur i, soit m, la variable aléatoire associée à cette mesure. La variable aléatoire e est égale à m moins i représente l'erreur de la mesure. Pour h fixé, on peut dire que la probabilité que m soit compris entre u moins h et u plus h est maximale quand u est égal à l et qu'elle diminue quand u s'éloigne de l d'un côté comme de l'autre. Pour u est égal à l, cette probabilité augmente avec la précision de l'instrument de mesure. On est tenté de dire que m sur une loi normale de paramètres L est sigma carré, où sigma est un réel positif quand la précision de la mesure est grande. La seule option concerne le fait que m est à valeur positive, alors qu'une variable aléatoire normale peut prendre des valeurs négatives. Mais nous avions vu que si z suit une normale de paramètre L sigma carré, la probabilité que z moins L soit supérieur à 3/6, c'est lu dans la table qu'on a présentée en haut là. Alors, très souvent aussi dans la pratique, c'est vrai qu'on a parlé de la loi normale, mais très souvent en statistique, vous aurez aussi besoin d'utiliser un Q2, un student et un Fisher. Alors, déjà ici, les Q2 et les students sont les variables aléatoires dont les densités sont extrêmement difficiles à avoir. C'est-à-dire, ce sont des formules compliquées. Mais ce qu'il faut retenir très souvent, c'est que le Q2, quand vous avez un Q2, c'est tout simplement le rapport entre une loi normale, c'est tout simplement la somme de lois normales santé réduite. Donc, si vous sommez n variables aléatoires santé réduite, alors vous avez un Q2 à n degrés de liberté. Et le student, c'est tout simplement le rapport entre une loi normale santé réduite sur la racine carrée d'un Q2 à n degrés de liberté. Donc c'est pour ça que sur le student également, le nombre de degrés de liberté, ça dépend du degré de liberté du Q2 dont vous avez fait la racine. Et le Fisher, c'est le ratio entre deux variables aléatoires santé réduite. Donc, si vous avez deux variables aléatoires santé réduite, si vous faites le rapport de deux variables aléatoires santé réduite, vous avez un Fisher. Alors, ce sont généralement les variables, ces variables qui de student Fisher sont des dérivés de la loi normale santé réduite. Donc, mais comme je disais, en statistique, très souvent, là, la variable la plus utilisée, c'est la loi normale santé réduite et la loi uniforme. La loi normale santé réduite, pourquoi? Parce que la plupart de toutes vos variables que vous allez considérer, que vous allez définir, doivent suivre une loi normale centrée réduite d'après le théorème central limite. Et la loi uniforme est utilisée beaucoup plus à des fins de simulation. Lorsque vous voulez simuler des variables, c'est facile de simuler les variables qui sont contenues dans un intervalle AB en utilisant la loi uniforme. Donc, on ne présentera que ces deux variables-ci. Toutes les autres variables sont comme le Q2, le student Fisher, sont des dérivés de la loi normale centrée réduite, ou bien de la loi normale tout court. Donc, ceci, on va s'arrêter là par rapport aux différents types de variables. Ce sont les variables que vous aurez très souvent manipulées
en statistique. Et maîtriser ces variables-là, c'est maîtriser la plupart de toutes les variables parce que en inférence, tout va converger vers l'une de ces variables-ci. Tout va converger vers la loi normale centrée réduite. Mais c'est très important de spécifier ici là que c'est parce que initialement, on est en train de faire une orientation paramétrique de la statistique. Donc, on passe aux espérance mathématique d'une variable aléatoire. Espérance mathématique d'une variable aléatoire. Alors ici, on parle d'espérance mathématique, mais en réalité, ce n'est rien d'autre que une sorte de moyenne. Parce que la moyenne, on faisait la moyenne lorsqu'on avait un jeu de données fixe, c'est-à-dire on avait une réalisation et on calculait la moyenne. Mais ici, on a des variables aléatoires et on veut une valeur moyenne de ces variables aléatoires-là. On parle donc d'espérance mathématique. Parce que l'espérance mathématique, c'est une moyenne sur des variables aléatoires. Soit x, une variable aléatoire à valeur dans x1, x2, xn. L'espérance mathématique de x est définie par cette valeur-là. Espérance de x est égale à somme i de xi, p de x est égal à x. Ici, là, je spécifie ici là, que nous sommes ici dans le cadre discret. C'est pour ça qu'on parle de somme. Dans le cadre continu, on aura des intégrales. La propriété très importante de l'espérance mathématique, c'est sa linéarité. Si x est l'observation d'une certaine caractéristique sur un individu, pris au hasard dans une population, alors l'espérance de x n'est rien d'autre que la moyenne de cette population-là. C'est ça qu'on expliquait tantôt. Si x est une variable aléatoire, y est égal à ax plus b, l'espérance est linéaire. De plus, on a des autres propriétés qui en découlent. Donc, ça, c'est la preuve de la linéarité. Si vous avez un schéma de Bernoulli, alors l'espérance mathématique, c'est P. Si vous avez une loi binomiale, l'espérance mathématique, c'est N moins P. Et une loi de Poisson a pour espérance mathématique lambda. Alors, dans le cadre continu, comme on disait, l'espérance mathématique, c'est l'intégrale sur R. C'est l'intégrale sur R. L'espérance mathématique, c'est l'intégrale sur R de la fonction de densité. Alors, pour la loi uniforme discrète, son espérance, qui est en d'autres termes sa moyenne, c'est juste la moyenne de la longueur de l'intervalle A plus B sur 2. Donc, si vous avez un intervalle AB, alors c'est le centre. Donc, l'espérance mathématique, c'est juste le centre. Si X suit une loi normale de paramètre 0, 1, X, fx est une fonction impaire. Bon. Lorsque vous avez une loi normale centrée réduite, forcément fx est impaire. Parce que comme on a vu, c'est 1 sur 2pi exponentielle de moins x carré sur 2. Donc forcément, x fois ça est impaire. On sait que l'intégrale d'une fonction impaire sur un domaine symétrique est nulle. Donc forcément, sa moyenne est 0. Généralement, c'est cette moyenne qui est ici. Et son espérance, c'est... sa variance, vous allez voir que ça sera 1. Maintenant, si vous avez une variable x qui suit une normale de paramètre mu sigma carré, alors vous faites toujours cette transformation-ci. Vous allez voir que l'espérance de celui-ci sera égale à mu, tout simplement. Parce que l'espérance de ça va être égale à 0 et il vous suffit juste de tirer. Alors, on parle maintenant de variance. L'espérance ici, c'est principalement la caractéristique qui est très souvent utilisée en statistique pour donner une valeur, une estimation ponctuelle de notre valeur. Ça sera très utilisé en statistique pour faire des inférences également. La variance, c'est la mesure de dispersion qui nous permet de plus ou moins de voir la distance qu'il y a entre les caractéristiques de nos variables. Soit x une variable aléatoire à valeur x1 jusqu'à xn d'espérance mu est égal à espérance de x. Sa variance est définie par, voilà, dans le cas discret, comment définir la variance? C'est tout simplement
la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Et Koenig nous permet d'avoir cette relation magnifique, l'espérance de x carré moins espérance de x le tout carré. Comme pour l'espérance, on peut établir un lien entre la variance d'une variable aléatoire et celle d'une population. Alors, si x est égal à c, vous voyez que si on prend une réalisation constante, alors vous allez voir que l'espérance est nulle. L'espérance est constante et la variance est nulle. Et comme on a dit en statistique, dans ce cas-ci spécifiquement, on ne peut rien faire parce qu'il n'y a pas de variabilité. Parce qu'on a dit que on parle de statistique uniquement parce qu'il y a variabilité. S'il n'y a pas de variabilité, il n'y a pas de statistique parce que tout est certain. Donc, c'est l'espérance mathématique, c'est la variance qui nous permet de dire si vous avez un processus comme ceci qui est dégénéré, vous ne pouvez rien faire. C'est si la variance est nulle. Donc, à mesure que votre variance se rapproche de zéro, considérez un peu comme si vous êtes en train de vraiment de rendre toutes les choses constantes dans votre processus. Alors ici, si vous augmentez les salaires au personnel, ça ne change en rien les écarts qu'il y a entre les différents salaires. Ok? Et si vous faites un changement de mesure, c'est-à-dire si vous payez les gens, si vous quittez du franc CFA, que vous payez et que vous commencez à payer les gens en dollars, c'est-à-dire vous faites un changement d'échelle, alors ça va multiplier au carré les écarts qu'il y avait entre les valeurs initialement. Alors, une fois qu'on a dit ça, on voit que si le A est inférieur à 0, la variance de Z qu'on a définie sera plus petite que la variance de X. Ceci est prévu car la variance est une mesure de dispersion. Et dans ce cas, Z est moins dispersé que X. Alors, si vous avez cette transformation, c'est-à-dire vous changez d'unité et vous faites une augmentation de salaire, alors la variance de T, c'est A carré, c'est-à-dire ça va prendre la volatilité au carré, multiplié par la variance, ça augmente au carré la valeur, le changement d'unité là. La variance, si vous prenez un schéma de Bernoulli, sa variance c'est P facteur de 1 moins P. La variance d'une binomiale, c'est N facteur de P1 moins P. Et pour une loi de Poisson, sa variance, c'est son espérance qui est lambda. Pour une variable aléatoire continue, on définit la variance comme étant l'intégrale plutôt que la somme. Donc, c'est l'intégrale de x moins sa moyenne au carré, fx dx. La variance de x, c'est égal à mu carré. C'est espérance de x moins, c'est la même formule de Koenig qu'on a utilisé tout à l'heure. Si vous prenez une variable x qui suit une uniforme sur AB, sa variance c'est b moins a sur 2. B moins a au carré sur 2. Et pour une loi normale centrée réduite, sa variance c'est sigma carré. Alors, ces deux caractéristiques sont des caractéristiques importantes lorsque vous allez faire de l'inférence statistique. Vous allez principalement voir que la moyenne, c'est la valeur estimée de façon ponctuelle de votre jeu de données. Donc, vous avez votre colonne là, en statistique. Comme on a dit, vous avez vos colonnes, vous avez vos lignes. Les colonnes sont des variables. Si vous faites la moyenne, c'est la valeur ponctuelle de l'estimation. C'est-à-dire c'est le résumé ponctuel de votre jeu de données que vous avez sur la colonne. Donc, la moyenne des salaires, par exemple, ça dit beaucoup d'informations sur, comment le salaire est distribué dans votre population. Et la variance vous permet de plus ou moins avoir une idée sur la dispersion qu'il y a entre ces salaires-là. Ces deux mesures, espérance mathématique et variance, seront très importantes parce qu'en réalité, l'espérance, comme on va le montrer, c'est une projection et la variance, c'est une forme quadratique.
Cette forme quadratique, c'est elle qui va nous permettre de mesurer des distances à travers les cas types, des distances dans L2, à travers les cas types. En réalité, les cas types, c'est une distance. Et on va mesurer la covariance également entre deux variables. Cette covariance-là sera en quelque sorte le produit scalaire entre les deux variables et l'espérance sera en fait la projection. Pour ne pas entrer vraiment dans les choses très compliquées, parce que ce cours est destiné principalement à une cible plus large de personnes qui n'ont pas forcément de connaissances poussées en mathématiques. On va s'arrêter là principalement. Retenez ces deux, la moyenne et la variance, comment on les calcule, c'est très important. Alors, on va s'arrêter là pour la vidéo, elle est déjà assez longue. Et la prochaine fois, on va entrer encore dans une notion très très importante en statistique qui est le conditionnement. Parce que lorsque vous allez vouloir faire la régression mathématique, lorsque vous allez faire la régression, lorsque vous allez faire tous vos modèles sont basés sur le conditionnement. Donc ça sera une partie très importante pour la suite de ce cours. Merci et à bientôt.